Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, chaque année, le magazine Éco-Réseau Business que je tiens dans ma main pour ceux qui nous voient sur YouTube, c'est un mensuel. À la une de ce mensuel pour le mois de mars, du coup, Julie Huguet, qui est directrice de la mission French Tech. Donc ce magazine, ce mensuel de référence pour l'entrepreneuriat et l'optimisme, remet 5 trophées qui ont pour but de valoriser les individus et les entreprises qui se sont particulièrement distingués par leur optimisme et leur engagement dans leur projet, Philippe. Les trophées décernés, l'initiative positive, l'électron libre, l'entreprise de l'année, la culture du rebond et l'entrepreneur de l'année soulignent des parcours inspirants et des réalisations qui contribuent à transformer positivement le monde des affaires. Ce sont donc les trophées optimistes Éco-Réseau Business. En studio avec nous, nous sommes avec Jean-Baptiste Le Prince, qui est fondateur Éco-Réseau Business, et le trophée aussi, fondateur des trophées optimistes Éco-Réseau. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Judith, bonsoir Philippe. Nous sommes aussi avec Maëline Camus, qui est lauréate du prix Électron Libre et CEO de Prisme Intelligence. Bonsoir. 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 Bienvenue. Nous sommes également avec Vincent Valin, qui représente l'entreprise Duralex, et vous êtes lauréat du prix du rebond. Bien le bonsoir. Bonsoir. Et puis Guillaume Pitiou, cofondateur de Vasiva, partenaire des trophées Éco-Réseau et membre du jury. Bonsoir. Bonsoir. Puis Olivier Goua, qu'on va entendre dans un instant. Olivier Goua, vous êtes entrepreneur et ambassadeur de différentes associations. On va en parler. Puis en visio, on sera aussi avec le lauréat entrepreneur de l'année et entreprise de l'année, qui est Vincent Klingbeil et qui est CEO de European Digital Group. C'est parti pour ces vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. On va commencer avec vous, Jean-Baptiste Le Prince. Vous êtes le fondateur d'Éco-Réseau Business et des trophées optimistes Éco-Réseau. Comment est né le trophée Éco-Réseau? Alors, les trophées sont nés en 2016. Donc quelques c'est bien, on a années... le même âge. Ouais, c'est parfait. Quel Vous voyez mytho. pas si jeune, cher Philippe. Et donc en 2016, quelques années après la création de ce magazine que vous montriez à l'instant, donc Éco-Réseau Business en 2013. Et l'idée, c'était d'aller plus loin que ce que l'on fait chaque mois, à savoir mettre en lumière, en exergue ces femmes, ces hommes, ces entreprises qui entreprennent, qui innovent, qui témoignent de cette France qui a de l'audace finalement. Bien sûr. Et je considère qu'on ne félicite pas, qu'on ne récompense pas suffisamment ces entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent des échecs parfois, évidemment qui réussissent aussi. Et c'est quelque chose de très personnel que je voulais impérativement mettre en avant. Et on soutient ça, évidemment, chez Sud Radio. Les entrepreneurs, on est partenaires de ce très bel événement et très content de l'être, n'est-ce pas? On est d'ailleurs avec un autre de vos partenaires, Guillaume Pitiou. Guillaume Pitiou, vous êtes cofondateur de Vasiva. Alors, vous êtes aussi partenaire, on l'a dit, mais Vasiva, donc c'est intéressant parce que c'est une carte qui organise la gestion des dotations sociales, qui dématérialise les chèques cadeaux, etc. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Alors, approchez-vous du micro. Je suis bien prêt. Vous pouvez le tirer. Approchez-le de vous. Allez-y. Voilà. Oui. Allez-y. Vasiva, en fait, c'est une société qui fournit des avantages sociaux aux salariés. D'accord. Une forme que l'on connaît tous, une carte de paiement Mastercard. C'est-à-dire le salarié reçoit sur sa carte des chèques cadeaux, des chèques vacances équivalents, chèques culture, chèques déjeuner, tout ça sur une carte de paiement qui regroupe la totalité des avantages, valable 4 ans, donc qui donne la possibilité au salarié d'enfin de dépenser où il le souhaite et quand il le souhaite. D'accord. Alors, comment sont sélectionnées les entreprises, Jean-Baptiste Le Prince? Parce que c'est une compétition, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des finalistes, c'est un peu comme l'Eurovision. Comment est-ce que ça se passe? Alors déjà, tout le monde pourrait gagner, parce que quand on voit l'ensemble des nominés cette Là, c'est année... plus l'Eurovision, et les c'est l'école années des fans. Il y en avait quelques-uns la semaine dernière, mais je crois que c'était... Ils n'ont pas chanté sur scène, par contre. Non, mais on aurait pu. On peut faire ça dans le studio à la fin de l'émission si vous avez envie. Vous avez très envie, on le sait, on a compris, L'école des Philippe fans David. sponsorisée par Duralex. Évidemment. Allez-y, La Jean-Baptiste. chanson pour les fans de foot sera Allez les Verts avec Duralex. Elle a les verts verts. L'esprit ce soir. Jean-Baptiste. Mais alors, c'est un travail au quotidien de toute une année par la rédaction d'Éco-Réseau qui présélectionne dans un premier temps, on va dire, des candidats entre guillemets, donc des femmes, des hommes, des entreprises qui témoignent, je le disais tout à l'heure, de cette France qui va de l'avant, et des initiatives, on en a énormément. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre un petit peu
chez nous autres Français. L'idée, c'est de montrer au travers de ces talents qu'il y a plein de choses qui vont bien, qui avancent, et quand ça va pas bien, il y a des solutions. Donc c'est ce qu'on veut mettre en avant tout le temps. Et puis sur la fin, alors on a une secret sauce, donc on peut pas tout dévoiler non plus, mais on a un jury éminent qui se réunit quelques heures avant cette cérémonie. Judith en faisait partie le jour J. J'ai eu le grand plaisir de participer à cet événement. On a une vingtaine de personnes qui débat, qui défend ses idées, ses opinions, et puis naît ensuite le fameux palmarès qu'on a découvert donc jeudi dernier à la CCI Paris-Île-de-France chez son président Dominique Cressino, que je salue. Dans un lieu très très beau d'ailleurs. Alors Guillaume Pithiou, pourquoi est-ce que vous avez d'où vient cette volonté justement d'accompagner ces trophées Ecoréseau, et pourquoi vous engagez comme ça pour l'entrepreneuriat? On imagine que c'est assez logique comme question en même temps, comme réponse derrière. J'ai rencontré Jean-Baptiste justement dans le cadre d'un partenariat. Oui. J'ai trouvé son idée de mettre en avant justement des réseaux d'entrepreneurs, des idées, des moyens, des besoins, et d'exprimer tout ça autour d'une récompense avec des jurys, des trophées, qui est vraiment fabuleuse. Et je pense que l'entrepreneuriat français a vraiment besoin de se développer, d'être mis en avant avec toutes les belles idées que chacun a, et la possibilité justement de briller encore plus. Et de se faire du bien, parce que c'est optimiste, je tiens à le souligner. Le trophée optimiste, tout à fait. Et si je peux me permettre, on a aussi un nom qui est assez engageant avec le nom Vas-y va. Et c'est vrai que nous on est dans l'action, on récompense les gens qui vont de l'avant. Vas-y quoi. Exactement. Ça n'a aucune connotation viticole. Est-ce que le cru 2025 a été un bon cru, Jean-Baptiste Le Prince? Pas du tout obsédé. C'est l'heure de l'apéro, c'est ça? Cette émission fait des bulles, c'est normal. Allez-y, Jean-Baptiste. Alors oui, le cru est absolument exceptionnel. Tous les gens qui sont autour de la table en témoignent. Exceptionnels, on peut le dire. On a de l'échec, on a de la résilience, on a du rebond, on a de l'action, quelle qu'elle soit. On a des gens qui réussissent. Le cocktail est explosif. En témoigne la soirée que l'on a passée jeudi dernier. On a du mal encore un petit peu à retomber. Ça se voit sur les réseaux sociaux depuis. Ouais, c'est vrai. Alors, vous titrez votre petite introduction dans ce nouveau Ecoréseau, le journal, La France et ses incroyables talents, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier le nombre de savoir-faire et d'incroyables talents qu'on a sur ce territoire. C'est ça que vous vouliez nous dire aussi? Mais oui, complètement, parce que c'est vrai que des talents, on en a. Est-ce qu'on en parle suffisamment? Je n'en suis pas certain, et je le disais aussi tout à l'heure, on a souvent tendance à se plaindre. Donc c'est bien de voir le verre à moitié vide. Moi je le vois plutôt à moitié plein. Et puis si on est un peu plus solidaire, peut-être qu'on pourra le remplir davantage. Du côté de chez Duralex, c'est ça? Tu voulais ajouter ça? Guillaume Pithiou, vous êtes membre du jury. C'est cornélien de faire des choix quand on est dans le jury de ces trophées? Toujours. On se retrouve face à un certain nombre de dossiers, tous aussi exceptionnels, avec des vies différentes. Et c'est pas simple de choisir, de se retrouver autour d'une table, d'exprimer chacun justement ses pour, ses contre. Et en fait, chacun mérite ce trophée. Donc l'idée, c'est de pouvoir récompenser quand même, mais tout le monde est gagnant. Et de pouvoir mettre en valeur l'ensemble des lauréats qui ont tous été choisis, puisque chacun de leur travail et de leur participation est exceptionnel. Mais c'est un exercice très sympathique. Donc vous y allez au cœur en fait, c'est ça? Oui. Un peu quand même. Beaucoup. Ouais. Vous y allez aussi au cœur. Allez-y. Vous y allez aussi au cœur, Jean-Baptiste Le Prince, ou... Il y a une part d'affect, mais pas que. Il y a quand même des trucs objectifs. C'est dit de manière cash. Il y a de l'affect, mais pas que. Heureusement, il y a quand même des chiffres, il y a un historique, il y a de l'innovation, donc on se doit d'évaluer tout ceci. Il y a des histoires de rebonds incroyables avec, on en parlera tout à l'heure avec Duralex. Il y a des parcours incroyables avec celui de Maïline. On passe d'agent secret à une société de renseignement. On a un entrepreneur avec Olivier ici et Vincent qui va nous rejoindre. Il y a le domaine associatif et des engagements très forts. Ouais. Toutes ces initiatives, il faut les soutenir. C'est pour moi indispensable. Bravo. Je me pose quand même souvent cette question, est-ce qui on est pour récompenser ces gens-là? C'est difficile parce que peut-être personne, et en même temps, si on ne le fait pas, qui va le faire? Maïline, vous qui étiez agent secret, la secret sauce du jury dont a parlé Jean-Baptiste Le Prince, vous n'avez jamais enquêté dessus? Non, et puis même si je connais la recette, vous pourrez essayer de me torturer, je vous la donnerai pas. Ah ouais? Elle y tient.
Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir l'association Les Invincibles qui a été créée par Olivier Goy. C'est pas n'importe quoi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. L'association Les Invincibles a été créée par Olivier Goy, John et Ludovic. Tous les trois touchés par la maladie de Charcot, cette affection neurologique rare et dévastatrice qui affecte les motoneurones, entraînant une paralysie progressive des muscles. Et leur engagement vise à récolter des fonds pour financer la recherche et à sensibiliser la société à l'importance de trouver des traitements pour stopper cette maladie. Les Invincibles, c'est un appel à l'espoir, à la solidarité et à l'action. Pour répondre à nos questions, Olivier Goy. Alors, Olivier Goy, la première question, vous êtes vraiment invincible. D'ailleurs, bravo. Et c'est très agréable de vous regarder évoluer. Ça donne du courage. Et d'ailleurs, la preuve, vous avez gagné le trophée de l'initiative positive. Invincible, c'est un grand mot. Je ne suis évidemment pas invincible au sens physique du terme. Mon corps me le rappelle chaque jour. Mais ce qui est invincible, c'est l'énergie qu'on met à transformer une épreuve en action, un combat en engagement collectif. Recevoir le trophée de l'initiative positive, c'est bien sûr un honneur, mais surtout c'est une reconnaissance pour tous ceux qui se battent avec moi. Car derrière chaque initiative positive, il y a une équipe, une mobilisation, un élan. Ce prix, mais je ne le vois pas comme une récompense individuelle, mais comme le symbole que notre combat pour la recherche, pour la reconnaissance de la SLA commence à être entendu. Alors si être invincible, c'est refuser de baisser les bras, c'est continuer à avancer malgré tout, c'est croire que chaque action, chaque levée de fonds, chaque prise de parole peut changer les choses. Alors oui, peut-être que je suis un peu invincible, mais surtout nous le sommes tous ensemble. Et ce trophée, il ne marque pas une victoire, il nous rappelle juste que le combat continue, plus fort que jamais. Olivier Goy, quels sont vos secrets de réussite dans l'entrepreneuriat ? Déjà, il est important de rappeler ce qu'est la réussite. C'est quand la différence entre les succès et les échecs est positive. Trop souvent, on a tendance à croire que c'est éviter l'échec. L'entrepreneuriat n'est pas une question de savoir parfait, mais de passage à l'action. Si j'avais attendu d'avoir toutes les réponses avant de me lancer, aucune de mes sociétés n'existerait. Et c'est pour cela que l'échec existe. Les meilleurs entrepreneurs sont souvent ceux qui osent, qui apprennent en marchant et ajustent en permanence. Tout entrepreneur connaît des échecs. La vraie question est comment on les utilise. Personnellement, chaque obstacle a renforcé ma capacité à rebondir, à repenser ma stratégie et à avancer plus intelligemment. L'échec n'est jamais un point final, c'est juste une réécriture du chemin. Le succès financier, c'est bien. Il offre la liberté d'action, mais ce qui donne du sens à l'entrepreneuriat, c'est l'impact. Ma motivation a toujours été de créer quelque chose qui apporte une vraie valeur aux autres. L'argent suit l'impact et non l'inverse. Le monde change vite. Rien n'est jamais acquis. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui continuent d'apprendre, d'écouter, d'évoluer, de tâtonner, dirais-je. Car il n'y a pas de recette ultime. La curiosité est une arme incroyable. Elle permet de saisir des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. Si la maladie m'a appris une chose sur l'entrepreneuriat, c'est que l'énergie et la volonté sont les plus grandes ressources d'un entrepreneur. Peu importe les défis, tant qu'on a une raison d'avancer, rien ne peut nous arrêter. Vous êtes invincible, Olivier Goy. D'ailleurs, vous avez fondé le collectif Invincible avec deux autres hommes dont on parlait tout à l'heure qui sont aussi atteints de la maladie de Charcot. Est-ce que c'est aussi à la suite de votre constat d'un problème de financement pour la recherche ? Oui, en grande partie. Le collectif Invincible est né d'un constat brutal. La recherche sur la SLA est dramatiquement sous-financée. Avec mes deux amis, Ludovic et John, nous avons tous fait face au même choc du diagnostic, aux mêmes questions, à la même impuissance. Mais très vite, une évidence s'est imposée. Nous ne voulions pas simplement être des malades, nous voulions être des acteurs du changement. Et quand on s'est plongé dans les chiffres, le constat était accablant. Les maladies neurodégénératives sont l'un des plus grands défis médicaux de notre siècle, mais elles restent largement sous-financées. Les chercheurs passent trop de temps à chercher des financements. Les fonds publics sont trop cloisonnés, imposant des cahiers des charges qui ne laissent pas assez de liberté aux scientifiques. Les dons privés ponctuels sont précieux, mais insuffisants. Chaque année, il faut repartir de zéro.
Nous avons donc décidé de faire entendre notre voix autrement, de porter ce combat non pas comme un cri d'alarme, mais comme un mouvement collectif, un élan qui dépasse nos propres histoires. Les Invincibles, ce n'est pas un simple collectif de malades, c'est une force de mobilisation, une manière de dire que nous sommes encore debout, que nous avons un rôle à jouer, que nous ne resterons pas invisibles. C'est aussi une plateforme pour accélérer le financement, encourager l'innovation et surtout rendre la lutte contre la maladie de Charcot incontournable dans l'espace public et politique. En résumé, oui, nous avons vu un problème majeur de financement, mais nous avons surtout vu une opportunité d'agir ensemble, de fédérer et d'avancer malgré tout. Je me permets aussi de finir par une actualité. À titre personnel, je crois qu'il faut aller encore plus loin, parce que globalement, l'argent manque toujours et que les enjeux sont énormes. C'est pour cela que nous avons lancé tout récemment un fonds philanthropique très innovant, ayant pour objectif de ramener 1 million d'euros par an à la recherche pendant 99 ans. Une recherche française et européenne, collaborative et avec des moyens dans la durée. Merci beaucoup Olivier Goy. Alors je rappelle pour que les auditeurs comprennent bien que vous êtes touché aussi vous Olivier Goy par la maladie de Charcot et que du coup vous nous répondez avec des réponses préenregistrées puisqu'on vous a envoyé les questions en amont et c'est pour ça qu'on a le plaisir de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Par le biais d'un logiciel, c'est qui est absolument une start-up, c'est absolument étonnant et impressionnant. Ouais. Bravo à vous. Bravo. Jean-Baptiste Leprince, est-ce que quelque part, quand on voit Olivier Goy qui gagne le trophée de l'initiative positive, est-ce que c'est pas un modèle de courage et d'espoir ? Évidemment, mais c'est difficile de prendre le micro après les mots d'Olivier. Donc je le félicite une nouvelle fois, évidemment, pour vraiment pour l'ensemble de tout ce que tu peux faire. Je me sens aussi très petit à côté parce que faire passer ces messages-là, alors on est très petit et en même temps il faut qu'on continue parce que si on peut servir de passerelle pour ces messages, il faut qu'on aille encore de l'avant. Et puis j'ai envie de t'applaudir, Olivier. Je pense qu'on peut le dire. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendent, mais ils entendent très bien. Vous qui êtes entrepreneurs, vous voulez lui dire un mot parce que franchement, il mérite nos encouragements à toutes et à tous. Maïline, commençons par les femmes. Ah bah oui, c'est merci, quel honneur. c'est très inspirant. Merci Olivier pour ces mots sur les mots de la réussite, de comment entreprendre, comment faire face à ces échecs. J'ai envie de dire que c'est des mots qui font du bien. Avec toute ton expérience pour nous, les entrepreneurs qui vivons l'aventure au quotidien. Vincent Valin de Duralex, un mot à Olivier. Olivier, je vous écoute. Je peux vous rassurer sur un point, si besoin. Votre impact est assez impressionnant sur ce plateau et je pense aussi clairement, à l'antenne. Dans nos cœurs. Et bravo. Guillaume, un mot aussi. Pour moi, Olivier, c'est aussi le symbole du rebond également, avec tout ce qu'il a accompli par le passé et ce qu'il a accompli maintenant et tout ce qu'il va accomplir à l'avenir et encore. Alors, il y a un petit truc quand même que j'ai noté moi dans ce qu'il a dit et qui est vrai pour tous les entrepreneurs, je voudrais juste que vous réagissiez tous là-dessus, c'est que l'échec n'est jamais un point final et a priori vous l'avez tous connu. Alors, on commence par vous, Vincent. Oui, alors je parle évidemment au nom des salariés de Duralex. En parlant de résilience ou en tout cas de rebond, puisque l'histoire de Duralex, c'est 6 dépôts de bilan depuis 1997, et que évidemment il y a aujourd'hui une nouvelle forme dans l'avenir de Duralex. Donc, on peut évidemment toujours trouver des choses positives dans cet échec, Olivier. En l'occurrence, là, c'est un double challenge, c'est une reprise collective avec les salariés. Donc quelque chose d'assez nouveau sur, en tout cas, la reprise de ce type de format d'entreprise. Et puis, évidemment, cet aspect-là ne doit pas négliger le fait qu'il faut avant tout rendre cette entreprise compétitive, puisque c'est une entreprise comme les autres, en scope, reprise par ses salariés, mais les enjeux sont les mêmes. Maïline Camus et Guillaume Pithiou, vous allez répondre à la question juste après cette petite coupure. Surtout, restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. On continue dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Alors, chers amis, à l'instant, Olivier Goy nous disait que l'échec n'est jamais un point final, mais c'est une réécriture du chemin. Je voulais avoir vos réponses là-dessus. Maïline Luc-Camus, on va commencer par vous. Je rappelle que vous êtes CEO Prisme Intelligence. Je rebondis totalement sur les propos d'Olivier. Face à l'échec, il faut faire preuve de résilience et je salue la résilience des dirigeants d'entreprise en ce moment, dans ce contexte économique très sensible. Oui. Ouais. Guillaume Pithiot. Oui, il n'est jamais facile justement de se développer et d'innover par ces temps difficiles, mais il y a toujours des solutions, des choses à faire, des idées à sortir, à construire, comme le fait Olivier. Plein de choses intéressantes à venir. Bravo. Allez, on accueille le lauréat entrepreneur de l'année du trophée entrepreneur de l'année et entreprise de l'année, attention, avec l'European Digital Group, Vincent Klingbell. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Bonsoir Vincent. Alors tout d'abord, présentez-nous EDG, European Digital Group. J'ai pas pris l'accent anglais, vous m'en voudrez pas. Hein. Pas de souci. EDG, European Digital Group, c'est un groupe qui est spécialisé dans le conseil en transformation digitale, IA et data. Et on accompagne plus de 2000 clients, des grands groupes, des ETI et des PME dans leur accélération digitale à travers nos ultra spécialistes. Donc sur chaque levier, on a un expert, un ultra spécialiste qui va proposer ses services à nos clients. Alors vous Vincent, vous avez un parcours très atypique. Vous êtes un ancien avocat d'affaires, vous avez monté une boîte qui n'a pas très bien marché, après vous en avez monté une deuxième qui a cartonné, que vous avez revendue, et une troisième justement qui est donc le European Digital Group qui cartonne aussi. Donc finalement, avoir connu l'échec, pour revenir là-dessus, ça vous a aidé objectivement. Oui, moi j'ai pour coutume de dire que pour moi l'échec c'est l'impôt à payer après d'arriver au succès. Moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et quand je regarde des entrepreneurs successful, pour moi il y a 99% des entrepreneurs successful qui ont énormément galéré avant d'y arriver. Et pour moi, il n'y a que 1% des entrepreneurs qui lancent une app et tout d'un coup, elle fait tout de suite des millions de téléchargements, elle cartonne et devient milliardaire en 2 ans. Ça, c'est très rare. Pour moi, un entrepreneur, puisqu'on parle d'échecs, c'est quelqu'un qui sait surmonter les échecs et qui galère énormément, qui a connu beaucoup de difficultés et qui a juste su à chaque fois se relever. Alors il y a des échecs entrepreneuriales, mais même au quotidien, on est un entrepreneur. Moi, j'ai pour habitude de dire, toute la journée, il reçoit soit un bisou, soit une claque, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et toute la journée, on a quelqu'un qui rentre dans le bureau et qui dit tiens, on vient de gagner un énorme contrat, donc là on est super content. Et juste après, tiens, il y a tel profil qui veut démissionner. Et juste après, encore une bonne nouvelle. Et donc c'est ça toute la journée. C'est des bonnes, des mauvaises nouvelles. Et il faut se réjouir rapidement des bonnes nouvelles et vite passer après à autre chose et remettre de l'énergie sur de nouveaux sujets. Et pareil pour les mauvaises nouvelles, pas rester contrarié trop longtemps. Alors je me permettrai de citer Steve Jobs qui nous disait que la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui réussit pas, c'est la persévérance. C'est ça que vous nous dites aussi. Alors, oui, tout à fait. Allez-y. Oui, tout à fait. Ouais, pour moi, c'est la persévérance aussi. Ouais, il y a un élément important que moi j'ai intégré, c'est que, et surtout dans la période actuelle, qui est une période qui est un peu anxiogène, c'est que un entrepreneur doit accepter la peur du vide. C'est-à-dire, on ne sait pas, surtout quand on se lance au tout début, la première année, on ne sait pas si dans 6 mois notre entreprise elle sera toujours viable, si on va réussir ou pas à lever des fonds, à gagner des clients. En fait, pour réussir à vivre avec la peur du vide, et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être très optimiste. C'est pour ça les trophées Ecorizo de l'optimisme. C'est important d'être optimiste quand on est entrepreneur. Et moi, j'essaie toujours de voir les opportunités dans les difficultés, j'essaie toujours de voir les côtés positifs dans toutes les situations et surtout j'y crois, je me dis quoi qu'il arrive on va y arriver. Et pour moi toutes les difficultés auxquelles je suis confronté chaque jour, c'est comme des équations mathématiques et je me dis juste comment je vais résoudre cette équation. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Vous étiez avocat d'affaires, vous avez jamais regretté votre vie d'avocat d'affaires quand une fois devenu entrepreneur? Moi j'ai la réponse. Ah ben c'est bien. Maintenant c'est mieux, maintenant je suis client, c'est encore mieux. Maintenant vous savez à combien les avocats d'affaires coûtent cher au moins. A priori vous n'avez pas trop regretté Vincent. Exactement. Il y a un truc que je fais pas et que moi on me faisait quand j'étais avocat d'affaires, et ça je le ferai jamais, c'est qu'il y avait des clients qui le vendredi soir à 19h me donnaient du travail
travail pour le lundi matin. Donc, ça veut dire, c'est des sacrifices du week-end. Donc, moi, ça, je fais très attention à ce que les conseils, les partenaires, et d'ailleurs, aussi tous les salariés ne travaillent jamais le week-end. Bravo. Alors, on va passer à Maëline Camus. Maëline Camus, vous êtes lauréate du prix Électron Libre et donc CEO de Prism Intelligence. Alors, vous êtes une ancienne espionne. Donc, déjà, ça, forcément, ça nous a tous interpellés. Et puis, quelques mots sur votre entreprise quand même. C'est un cabinet de renseignement d'affaires qui apporte à l'ensemble des acteurs économiques des informations stratégiques pour prendre les meilleures décisions. Donc, on imagine que vous avez aussi accès à des informations extrêmement sensibles. On a envie d'en savoir un plus sur comment vous faites, ce que vous faites, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Vous voulez ma secret sauce aussi, c'est ça? On n'a déjà pas eu celle de Jean-Baptiste Leprince, on n'a aucun espoir d'avoir la vôtre. Bon, on peut essayer quand même, on est sur ce jamais. Alors, derrière un cabinet comme celui-ci, qui obtient du renseignement, moi j'aime dire qu'on obtient le bon renseignement au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Et bien derrière ce cabinet, c'est des hommes et des femmes de l'ombre qui travaillent, qui ont des savoir-faire spécifiques pour aller capter du renseignement stratégique au service de l'entreprise. Voilà un petit peu ce que c'est. D'accord. Et comment vous allez les choper, les renseignements? C'est comme si vous étiez encore en action d'espionne, quoi. C'est ça? Alors, on ne fait pas d'espionnage. Non. Alors, on ne fait pas d'espionnage parce que l'espionnage, c'est des moyens illégaux pour obtenir du renseignement. D'accord. Par contre, l'intelligence économique, c'est à travers des moyens légaux. Et mine de rien, il existe énormément de moyens d'obtenir du renseignement, notamment légalement avec des sources techniques, des sources humaines, et il y a énormément de techniques qui existent. Est-ce que votre expérience d'espionne, vous a servi, et si oui, dans quel sens, dans l'entrepreneuriat? Oui, l'instinct. Ah, c'est un instinct. Le pif, quoi. Avoir un peu d'instinct et surtout la cohésion d'équipe. Alors ça, c'est d'être espionne ou pas, c'est surtout d'être passé par les armées. Le travail d'équipe, la capacité de résilience. Donc moi, malheureusement, pas comme Vincent, mes équipes travaillent le week-end et peuvent travailler aussi la nuit. Donc c'est aussi de bien s'entourer pour pouvoir être réactif. Vous, c'est pas la France qui se lève tôt, c'est la France qui se couche pas. Exactement, c'est ça. Nous, on va j'irai pas travailler chez vous. Voilà, donc le bien-être au travail, je ne sais pas. C'est eux qui parleront pour moi. Mais néanmoins, voilà, c'est vraiment cette capacité d'obtenir du renseignement, mais de travailler en équipe. Vincent Klingbeil, quand vous écoutez justement Maëline Camus, qui a une autre manière de travailler, qui est assez pas contraire, mais très différente de la vôtre finalement, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Est-ce que justement vous dites que vous pourriez assouplir, ou que des fois quand même si le bien-être au travail c'est important, il y a des sujets qu'il faut traiter même le week-end, quoi? Alors déjà, je connais un petit peu et j'admire beaucoup son parcours, comme ça, d'être passé de l'armée à l'entrepreneuriat, c'est admirable, et j'adore aussi son entreprise et le concept. Après, non, je pense que chacun a son type de management. Nous, nos équipes travaillent beaucoup, mais après, c'est vrai que le feel good management, le fait que les entreprises, que les collaborateurs sentent bien dans l'entreprise, c'est une priorité, mais je pense que c'est aussi son cas. Après, il y a des métiers où dans la restauration ou peut-être justement dans les renseignements où on n'a pas le choix. Donc, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, je pense que beaucoup. J'ai l'impression que aux États-Unis, ils ont un peu ringardisé le RSE, donc un peu ringardisé. Et il faut que nous, les entrepreneurs français, on dise que prendre soin de ses salariés, être défenseur de valeurs, d'éthique, ça veut pas dire que notre entreprise, elle va être moins performante. On peut allier surperformance et care leadership, care management. Bien sûr. Maëline Camus, je me posais une question. Comme vous avez été une ancienne espionne, quand vous vous présentez à un prospect, un client, vous vous présentez en disant mon nom est Camus, Maëline Camus, ou vous avez une autre manière? Non, j'ai une autre manière. Comme à l'armée, j'ai ma façon à moi d'être tout naturellement. Lieutenant Camus, mes respects. Lieutenant Camus, mes respects. Non, j'impose rien, non, les pauvres. Comment faire fuir un client en 2 secondes? Jean-Baptiste Leprince, en fait, vous avez choisi votre métier parce que vous êtes très bien entouré comme ça, hein, c'est ça? Absolument. Voilà, surtout ici, comme on est là. Voilà. Ce métier est absolument incroyable parce que je suis au contact chaque jour de femmes et d'hommes dont je ne soupçonnais parfois pas l'existence, le métier, la façon dont ça peut se faire. Donc c'est
c'est génial et il faut le faire connaître au plus grand nombre. Et alors, comment vous faites pour aller sélectionner toutes ces entreprises? Parce que j'imagine qu'il y a une sélection beaucoup plus large au départ avant d'arriver au choix final du jury. Toute l'année, on dresse des portraits dans notre magazine, dans notre newsletter. Donc c'est un travail vraiment au quotidien. Ouais. Et puis l'étau se resserre à un moment donné. On va juger. C'est vous qui faites le premier choix? C'est la rédaction. Vraiment, c'est la rédaction que je pilote avec Geoffrey Wetzel, notre rédacteur en chef, que je salue aussi au passage. On lui passe le bonsoir. Voilà, donc on sélectionne tout cela. On va se baser sur des critères de performance, on va regarder le secteur d'activité ou les secteurs d'activité, quelles innovations ont été apportées, l'originalité d'un projet, une initiative positive, dans quel contexte, jusqu'au niveau associatif, quelle forme d'investissement. Alors, il y a plein de critères, mais c'est notre secret de sauce, donc c'est le mot de la soirée. Alors, on peut pas aller décidément ce soir. Vous êtes dans les vraies voix secret de sauce, ce n'est que sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite pour la fin de cette émission. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et vous êtes bien dans les vraies voix responsables. Vincent Klingbeil, on rappelle que vous êtes entrepreneur de l'année et entreprise de l'année, des trophées de l'optimisme Éco-Réseau. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on vous applaudit. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Est-ce que je peux en profiter pour remercier Olivier, qui est ici présent? Bien sûr. Parce que peut-être qu'il ne s'en rappelle pas, mais quand j'ai lancé EDG, avant même de le lancer, je suis venu le voir dans ses bureaux et il m'avait reçu avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, il m'avait donné beaucoup de conseils. Et il s'en souvient a priori. Parce que Olivier, il faut savoir qu'il avait, avant de lancer October, il avait une énorme carrière dans le private equity, très successful dans le private equity, et il m'avait donné de super conseils. Et voilà, Olivier, je vais en profiter pour te remercier parce que tu avais été très bienveillant, tu m'avais encouragé, même si c'était qu'une idée quand je suis venu te voir. Et donc voilà, pour ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pour habitude d'avoir pas mal de mentors, de demander beaucoup de conseils à des entrepreneurs qui sont plus expérimentés. Et voilà. Et en tout cas, Olivier, merci beaucoup parce que tu avais vraiment joué le jeu et tu as été adorable. Parfait. Bravo, merci beaucoup Vincent. Alors, on va parler de Duralex maintenant, lauréat du prix du rebond. On est avec Vincent Valin. Alors, quelques mots sur Duralex. Alors, est-ce que en reprenant Duralex, vous n'avez pas tenté de sauver, outre un outil industriel, une entreprise vraiment du patrimoine français? Parce que le verre Duralex sur la nappe à carreaux, c'est incontournable. Alors, on peut quand même dire que c'est à la Chapelle Saint-Mesmin Duralex et que vous fabriquez, on le sait tous, de la vaisselle, du verre trempé, des produits fabriqués, dont des verres, des assiettes, des plats, etc. Et vous sortez d'un redressement judiciaire. Allez-y, bien dans le micro. En effet, alors patrimoine parce que c'est une spécialité, une technologie très maîtrisée par les Français, le verre trempé. Donc c'est un de nos arguments d'ailleurs principaux, c'est au-delà de la qualité de la résistance de nos verres. Bien sûr, mais c'est surtout, en fait, au-delà du sauvetage, c'est surtout un projet tourné vers l'avenir, parce qu'il y a une marque qui est absolument incroyable, avec une très forte notoriété. Et le projet, c'est de relancer commercialement cette marque et de mettre beaucoup de moyens en abordant le projet justement par le prisme de la marque. Alors moi je voudrais quand même dire que des verres qui rebondissaient à la cantine quand ils tombaient par terre et après qu'on ait regardé nos âges dedans, mais qui n'a pas fait ça autour de cette table, quand même. Moi. Et tout l'enjeu, c'est de convertir donc ces chères têtes blondes qui ont fait tomber leur verre en clients. Mais comment s'est passé le sauvetage de Duralex? Ça s'est passé, c'est un vrai rebond. Le rebond, un rebond. Alors la trajectoire est à suivre. D'abord, ça a été un montage d'une levée de fonds qui a été déjà complètement iconoclaste, puisque il a fallu que l'entreprise cède son foncier, donc l'ensemble du terrain de l'usine de la Chapelle Saint-Mesmin, pour boucler la levée de fonds à hauteur de 60%. Les 40 autres pourcents étant de la dette à la fois bancaire, mais surtout qui vient de l'économie sociale, avec l'URSSCOP et France Active. Donc c'est déjà un montage qui en soi est déjà très particulier. Et quelles sont les cibles clients de Duralex aujourd'hui?
Alors, pour ce qui est de l'avenir de Duralex, c'est évidemment de trouver de nouveaux clients et surtout une nouvelle clientèle, en tout cas les clients qui utilisent nos verres. Donc on a évidemment tous, pour la France, Duralex c'est deux images, c'est une image française, une image internationale. Pour la France, il y a cette image très patrimoniale, beaucoup dans l'émotion du verre de cantine. Maintenant, les générations, ça c'est la génération, on va dire baby boomer et X. Mais maintenant, ce sont évidemment les générations X et Y auxquelles on va s'intéresser. À l'étranger, c'est une marque qui est très connue pour véhiculer la qualité à la française, l'art de vivre à la française. Donc, vous vendez dans combien de pays à peu près ? On vend dans une centaine de pays. Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, absolument. 40% de l'activité est en France, mais 60% à l'étranger, à l'export. Oui. Et le trophée rebond, c'est un plus, on imagine. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? C'est aussi une reconnaissance de votre engagement ? C'est une reconnaissance pour l'ensemble des salariés, effectivement, puisque c'est le collectif là qui joue et qui, aujourd'hui, on a entre 65 et 70% de l'ensemble des salariés qui sont sociétaires. Donc évidemment, ça donne beaucoup de on va dire d'énergie en interne, sachant que les vents contraires sont là. Ce qu'il y a de bien dans ce trophée, c'est qu'il y a du numérique, de l'intelligence, il y a vraiment de tout, et il y a même de l'industrie, Jean-Baptiste Leprince. Avec Duralex. Oui, et c'est important, surtout aujourd'hui. Oui, lors de l'industrialisation, elle est incarnée ici par Vincent Valin. Exactement, et nous, si on peut être un transmetteur d'ondes positives sur ce type de sujet, notamment le rebond de Duralex, on ne s'en prive absolument pas. Et on sait que la route est encore longue, donc il faut encourager la marque, il faut la faire connaître encore un peu plus, il faut effectivement travailler ces nouvelles générations pour qu'elles puissent perdurer. Et puis, l'histoire de la Scope, moi je la trouve aussi géniale, parce qu'on a des gens derrière, il y a 1-2 personnes évidemment qui tractent cet ensemble, mais derrière c'est tous les collaborateurs qui œuvrent au quotidien et puis qui sont sociétaires. C'est génial. C'est bien tout le monde qui tracte l'industrie, c'est vraiment quelque chose de très humain. Il faut absolument, et au-delà des 80 ans que nous fêtons cette année, on va évidemment faire venir nos clients à nous au travers d'un certain nombre de choses et visiter l'usine. C'est d'abord quelque chose d'exceptionnel. On va venir vous voir. Et puis on a évidemment tout un écosystème en local en ce qui concerne les vocations, évidemment, qui est important. Donc c'est vrai qu'un bon mélange d'industrie, de tech, dans l'optimisme, c'est je pense pour la suite, absolument important. Bien sûr. Alors on va redonner la parole à vous, à Olivier Goy. Juste avant de vous la donner, je rappelle quand même que vous avez sorti un livre avec Anne Fulda qui s'appelle Invincible, derrière le sourire, le combat d'une vie, que je recommande fortement aux éditeurs et aux auditrices. Et vous avez un dernier message à nous passer, Olivier Goy. Si vous me laissez gentiment la parole librement, je vais obligatoirement me transformer en VRP de Charcot. Et mon catalogue est épais. Allez, je me lance. Demain, ce sera le jour de sortie de Invincible, écrit par Anne Fulda et moi en format livre audio. Il sera disponible sur les principales plateformes, notamment Audible, Spotify ou Apple. Le livre sera lu par Guillaume de Tonquédec, acteur de cinéma et de théâtre, Fais pas ci, fais pas ça, et le prénom, et lauréat d'un César. Le 2 avril, on sort le single Invincible, était tiré du concert de l'Olympia. Pareil, dispo sur toutes les plateformes. Le 3 avril, l'église Saint-Eustache accueille un concert exceptionnel animé par les voix sublimes des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Puis, fin mai, le film arrive sur M6 et Paris Première. Le 14 juin, la conférence Les Belles Personnes. Le concept, rencontrer sur une journée une vingtaine de personnalités inspirantes, ayant toutes pour point commun de m'avoir aidé dans mes combats. Elles s'exprimeront sur des thèmes et des médiums variés. À l'affiche, Aurore Berger, Jacques Séguéla, Bernard Cazeneuve, le professeur Gérard Saillant, Jean-Charles Decaux, Alain Ducasse, Sarah Poniatowski, Jean Todt ou encore Philippe Cavé-Rivière. Et si tout cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours acheter nos t-shirts sur le site Invincible été ou les Invincibles. Je vous remercie. La recherche vous remercie. Merci Olivier Goy. Et encore bravo pour cette émission. Bravo pour ces trophées. Je vous rappelle qu'on était autour de la table avec le fondateur Ecoréseau Business et des trophées, Optimiste Ecoréseau, Jean-Baptiste Leprince. Merci d'être venu. Bravo encore une fois à tous les lauréats. Merci à la lauréate du prix Electroly, Mayline Camus, CEO de Prisme Intelligence. Au lauréat du prix Rebond, Duralex, représenté par Vincent Valin. Guillaume Pitiou, cofondateur de Vasiva, partenaire des trophées Ecoréseau et membre du jury. Et puis Vincent Klingbeil, CEO de European Digital
Digital Group. Merci à tous d'être venus. Bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, Juliette. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant ces 3 jours. Aussi. Demain, on retrouvera Cécile de Ménibus. À qui on passe bien le bonsoir. Qu'on embrasse. Et tout de suite, comme tous les soirs du mardi au jeudi, ce sont les vraies voix du foot. Vous allez retrouver Tonton Maurizio et sa bande. Et ils ont énormément de choses à vous raconter sur le football actuel. Nous, on se retrouve demain, 17h, pour les vraies voix. Allez, bise. Sud Radio.